Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 24 janvier à la une de l'actualité. Mandaté par le président de la République, Ahmed Tebboune, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, préside une conférence consacrée à la présentation des projets d'amendement technique de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral. Une démarche consacrant la voie du dialogue et le processus démocratique. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, mandaté par le président de la République, Ahmed Tebboune, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, a présidé ce samedi au Palais des Nations une conférence consacrée à la présentation des projets d'amendement technique de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral, en présence du Premier ministre, Seferri. En pris part à cette conférence, le président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections, Karim Khalfen, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boujma, aux côtés de nombre de conseillers du président de la République et des représentants de 12 partis politiques. Cette conférence entre dans le cadre de la détermination du président de la République à consolider la voie du dialogue et les consultations avec tous les acteurs politiques, renforçant ainsi le processus démocratique et consacrant l'état de droit et des institutions. Le directeur de cabinet de la présidence de la République a expliqué la différence fondamentale entre l'amendement constitutionnel dans sa compréhension globale et l'amendement technique en tant qu'outil pour remédier aux failles constatées lors de la pratique politique basée sur la Constitution de 2020, et ce pour une meilleure efficacité et cohérence. Je vous invite à l'écouter. التعديل الدستوري في كل دول العالم وفي القانون المقارن أداة للاستجابة لمتطلبات مواكبة التغييرات السياسية أو الاجتماعية أو التطور الاقتصادي أو تعزيز مكانة حقوق الإنسان أو إعادة تنظيم السلطات العامة أو لمواجهة أزمات معينة أو الالتزام بالاتفاقات الدولية. أما التعديل التقني للدستور وهنا الخلاف، فهو أداة تمكينية دستورية تهدف إلى سد الثغرات الدستورية بغرض معالجة الغموض أو التعارض بين النصوص التي تظهر عند التطبيق العملي والفعلي لها. وبعد مضي أكثر من 5 سنوات على صدور دستور 2020 وإثر استكمال البناء المؤسساتي المنبثق عنه، أبانت للممارسة الميدانية في تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية ضرورة تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة، أقول الجوانب التقنية المحضة في أحكام الدستور، والتي تتعلق على وجه الخصوص ب10 نقاط. De son côté, le Premier ministre Seferri a affirmé que cette activité venait en concrétisation des instructions du président de la République, qui a insisté sur l'importance de concentrer les études et les vérifications autour de tous les amendements, et ce dans la poursuite vers une meilleure vision et les meilleures gouvernances institutionnelles. Je vous invite à l'écouter. مواصلة للإرساء الأمثل نحو أفضل سبل الحوكمة المؤسساتية، فإن التعديلات التقنية تمثل رقيا نوعيا يعزز فعالية الجاهزية الدائمة في إطار التكامل الوظيفي البناء، مؤسسة دولة ديمقراطية اجتماعية رصينة قائمة على الثوابت الوطنية ومبادئ الشرعية، وتكرس الحقوق والحريات، ومتجهة بالجميع نحو تقوية الثقة وتكريس استقرار المؤسسات. يأتي هذا الاشتغال تنفيذا لتعليمات سيد رئيس الجمهورية، الذي أكد بتركيز الدراسة والتدقيق في جميع مقاربات التعديلات.
Et en réponse aux questions des journalistes sur les rumeurs autour du report de la présentation des amendements techniques en Conseil des ministres, l'incombant à l'absence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP, le directeur de cabinet du président de la République a apporté des explications sur les raisons réelles de ce report. On l'écoute. هي بالفعل طرح النقاش على مستوى في مجلس الوزراء، وكان بعد ما فات في المجلس الحكومة مشروع القانونين في مجلس الوزراء أجل النظر فيهما معا، لا لغياب السيد الفريق الأول. أولا الفريق الأول كان فيه عطلة، عطلة آخر السنة. ثانيا لإثراء هذا المشروعين من قبل الأحزاب، ما عنده حتى دخل. يكفيك، ما عنده حتى دخل، خلاص. Dans leur déclaration, les chefs des partis politiques participants ont salué à la tenue de cette conférence qui s'est déroulée dans un climat transparent et constructif. On écoute. الحوار كان صريح، لكن هذه ما هو إلا تعديل تقني لا يمس بجوهر الدستور ولا يمس بالمواد الصمة في الدستور. ونحن في حزب جبهة التحرير الوطني قدمنا اقتراحات كذلك للصالح العام وللمراحل القادمة، ولهنا تعلم باللي الإصلاح اللي انطلق بعد تغيير دستور 2020 إنه خيار إصلاح، خيار ثابت. بالنسبة للتعديلات التقنية حول الدستور، أعتقد أنها كانت في مجملها منطقية وناتجة عن تدارك بعض النقائص المسجلة في ظل دستور 2020، وهذا الشيء الذي نستحسنه، وتكون عندنا مؤسسات الدولة عندها الشجاعة ولمواجهة تلك النقائص. كان لدينا بعض الاقتراحات فيما يخص يمكن القائمة الانتخابية، فيما يخص الولايات المتحدة. Dans l'actualité également, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été reçu ce samedi au siège du ministère des Affaires étrangères consécutivement à la diffusion par la chaîne publique France 2, et ce qui est abusivement présenté comme un documentaire, mais qui n'est en réalité qu'un tissu de contre-vérité profondément offensante et inutilement provocatrice, précise le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a été fait observer aux diplomates français l'extrême gravité de ce qui suit. Premièrement, la responsabilité d'une chaîne de services publics français dans cette véritable agression contre l'État algérien, ses institutions et ses symboles. Une agression que cette chaîne publique ne se serait jamais autorisée sans la complicité ou tout le moins l'assentiment de cette tutelle publique. Deuxièmement, contrairement à toutes les pratiques et coutumes diplomatiques, la contribution de l'ambassade de France à Alger et celle de l'ambassadeur personnellement à l'animation de cette campagne outrageante menée par cette chaîne publique renforce le sentiment que celle-ci a bénéficié d'une onction de services officiels français. Troisièmement, l'agissement de la chaîne française en cause représente une nouvelle étape dans l'escalade des menées anti-algériennes que des milieux officiels français
entretiennent à des fins de maintien des relations algéro-françaises dans un état de crise permanent. Quatrièmement, le gouvernement algérien condamne avec une extrême vigueur les missions en cause et la teneur inqualifiable des accusations et des offenses qu'elle véhicule à propos de l'État algérien et de ses institutions. De même, le gouvernement algérien exprime sa très forte désapprobation de l'implication de l'ambassadeur de France à Alger dans la commission d'actes manifestement contraires à l'exercice de sa mission, telle que codifiée par les lois et consacrée par les coutumes internationales. Enfin, il a été notifié aux diplomates français que le gouvernement algérien se réserve le droit de donner toutes les suites qu'appelle la gravité de tels agissements. Fin du communiqué du ministère des Affaires étrangères. On va parler aquaculture et la politique nationale de redynamisation de la pêche au thon rouge. Celle-ci se tourne également vers l'engraissement avec 2 fermes aquacoles spécialisées dans le domaine. L'une d'entre elles est établie sur les côtes de Tlemcen et a une capacité de 250 tonnes. Abdeljabbar Ben Yahya et Badia Amarni pour ce reportage. Nous sommes ici au port d'Alger. Ce thonier prend le large, destination Malte. En cette période, le thon rouge est en pleine migration saisonnière. L'appât est jeté pour attirer le thon. La colonie apparaît avec une vitesse pouvant dépasser les 70 km/h. À ce moment précis, un filet de pêche circulaire géant est jeté à l'eau. La caméra de la télévision algérienne filme ces images rares de cette espèce de poisson qui le thon aux nageoires rouges. Avec des gestes précis, ces plongeurs professionnels transfèrent cette colonie de thon du filet vers les cages flottantes. La cage flottante reprend sa destination vers l'Algérie, plus précisément vers les côtes de Sidi Youcha à Tlemcen, où est implantée la première ferme aquacole d'engraissement de thon rouge. هناك مزرعتين في تلمسان وفي ناحية الطارف السعة نتاع القفص من حجم 50 متر. Il existe 2 fermes aquacoles, une à Tlemcen et une à Taraf. La cage est d'un diamètre de 50 mètres et d'une capacité de 250 tonnes. Le temps maximum d'engraissement est situé entre 4 et 6 mois. فيه كميات أننا نقوموا ببيعها وهو أقصى حد يعني 4 حتى 5 أشهر مدة تسمين الطونة. معدل الأسعار في الأسواق العالمية يتراوح ما بين 12,000 إلى 15,000 يعني دولار للطن. La moyenne des prix sur les marchés internationaux varie de 12 000 à 15 000 dollars la tonne. Ce prix multiplié par 7 ou par 10 lorsque le thon est issu de l'engraissement et en dehors de la saison. السعر راح يرتفع أكثر يعني ممكن يلحق حتى يعني قلت لك يعني 7 مرات إلى 10 مرات في السعر. Cet élevage de thon rouge n'est pas le fruit du hasard, mais d'une vision de l'État, ce qui permet de renforcer la position de l'Algérie dans ce domaine au niveau de la mer Méditerranéenne. Il n'est plus à présenter. Emploatique revient pour la 14e édition au Palais des Expositions. L'événement de 2 jours dédié à l'emploi réunit entreprises et demandeurs d'emploi autour des opportunités professionnelles et une plus importante participation des entreprises a été enregistrée cette année, nous dit Milad Hani dans ce reportage. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à Emploatique, un rendez-vous annuel incontournable pour les étudiants et les jeunes diplômés en quête d'un poste de travail. L'événement réunit de nombreuses entreprises à la recherche de compétences tout en offrant conseils et perspectives professionnelles. C'est un salon exceptionnel parce que nous réunissons le plus grand nombre d'entreprises. C'est une édition, c'est une grande édition où on a plus de 104 entreprises présentes. Le premier jour, on est sur plus de 2000 offres d'emploi ouvertes. Donc plus on a des entreprises, plus le nombre de postes ouverts est grandi. Donc on a un très très grand nombre d'opportunités pour nos candidats. Emploatique joue un très grand rôle dans l'écosystème emploi. C'est un intermédiaire. Fraîchement diplômés, ces jeunes sont venus pour s'informer, échanger et tenter de se positionner dans un marché en constante évolution.
Il y a beaucoup des offres de travail, des offres de formation et des stages qui vont avec leur spécialité. Donc je vois ce salon, c'est une très bonne chance pour les jeunes comme moi pour trouver de travail. Je suis venue aujourd'hui au salon pour découvrir le mode d'emploi, pour postuler dans plusieurs entreprises. C'est une très bonne occasion à ne pas rater pour découvrir le salon, pour découvrir ces entreprises. Nous sommes venus découvrir les entreprises et les opportunités proposées pour les jeunes. Nous avons déposé nos CV et espérons être recrutés. Pour les recruteurs, ces échanges s'inscrivent comme un levier essentiel pour identifier des profils variés et mieux cerner les attentes de la jeune génération. Nous sommes heureux de constater la demande des demandeurs d'emploi fraîchement diplômés, stagiaires et apprentis. Le but aujourd'hui est de se rapprocher de ces demandeurs d'emploi et de répondre clairement à leurs questions. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde durant ces 2 jours de salon. Pour les 2 jours du salon de recrutement, nous avons plus de 50 offres de recrutement que nous proposons actuellement dans tous les domaines, le marketing, les finances, les RH. Et donc l'objectif actuellement, c'est de faire des entretiens, de rencontrer les fraîchement diplômés, de rencontrer les personnes qui ont de l'expérience et de recruter. Donc on est là, on participe au salon Employati Connect, on est venu pour rencontrer des talents. Donc on est à la recherche de plusieurs profils actuellement. On a plusieurs postes ouverts dans différents départements, le département technique, marketing, commercial, administration. Donc on sera là jusqu'au 25 janvier, Inch'Allah. J'invite tout le monde à venir visiter notre stand. Entre diversité des profils et engagement des entreprises, l'emploi des jeunes s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique globale où accompagnement, formation et opportunités concrètes jouent un rôle clé dans la construction de parcours professionnels adaptés au marché. À l'étranger, de nouvelles attaques sionistes à Gaza ont visé 2 enfants alors qu'ils tentaient de ramasser du bois pour se réchauffer. Les 2 enfants ont été tués sur place et les bombardements et tirs de l'occupant sioniste se poursuivent alors que la peur et la rudesse de l'hiver envahissent les camps de fortune des réfugiés gazaouis, n'épargnant ni enfants ni adultes. Le point avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Majda Jahmoun. La petite Chava est partie rejoindre les anges après avoir succombé aux températures glaciales. Son père la porte dans ses bras, sans vie, en répétant ces mots glaçants. Elle est morte de froid. Une scène insoutenable qui résume l'ampleur de cette tragédie humaine. Elle n'avait que 3 mois. Nous pensions qu'elle était malade. Nous avons vu avec le médecin qui nous a annoncé son décès. Elle est morte de froid. Les Gazaouis vivent dans des conditions inhumaines. Entre bombardements, famine et froid, ils espèrent toujours qu'un sursaut de la communauté internationale vient mettre fin à leur agonie. Nous souffrons tous énormément. Nous souhaitons qu'un jour on sera soulagés. Le bon Dieu est avec nous et espérons que les différentes nations feront de même. Car honnêtement, ce n'est pas une vie, c'est un cauchemar. Les images parlent d'elles-mêmes. Il fait extrêmement froid et nous dormons trempés à même le sol. La pauvreté nous gangrène. Les familles gazaouis n'espèrent qu'une seule chose. Au réveil, trouver leur enfant en vie. Ce qui est peu probable, car trouver du bois pour se réchauffer relève de l'impossible, tout comme trouver des médicaments ou de la nourriture, puisque l'entité sioniste bloque tout.
Les opérations de démolition reprennent de plus belle au Maroc. En plus des habitations, des centaines de citoyens sont dépossédés de leur commerce sans aucune contrepartie et de façon très brutale. Ces Marocains qui perdent leur gagne-pain se retrouvent dans une situation de grande précarité. Ismaël Sultan et Raouf Hamouch. La rue marocaine ne décolère pas. Les opérations de démolition continuent malgré le froid. Après les habitations, maintenant, c'est les locaux des commerçants qui sont visés par ces opérations menées par le Marzen. Commerçants et artisans dénoncent cette situation. En quelques heures, des boutiques et des espaces de travail ont été détruits, mettant fin à des années de dur labeur. Ces démolitions privent ainsi des milliers de familles de leur seule source de revenus. Nous avons tout perdu. Comment on va faire maintenant? J'ai perdu mon commerce, c'était toute ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais nourrir ma famille. On nous a tout pris du jour au lendemain. Tout a été rasé. Comment ces familles vont-elles survivre maintenant? Pire encore, des centaines de familles sont expulsées en plein hiver, privant ainsi leurs enfants de leurs droits les plus élémentaires, à savoir l'éducation. Livrées à elles-mêmes, ces familles démunies n'ont aucune alternative et encore moins de dédommagement. En pleine année scolaire, ces enfants vont souffrir. Leur éducation est détruite, tout comme le travail de tant de familles. Des maisons, des commerces, tout disparaît sans explication ni solution. C'est injuste. Comment survivre dans ces conditions? Mes enfants, je ne sais pas comment ils vont continuer à étudier. Tout est détruit et je ne peux rien faire. Des marchés détruits, des familles expulsées et des vies entièrement bouleversées. Retour dans le pays et direction à la station de Tigjda qui a accueilli de nombreux visiteurs ce week-end. Beaucoup y étaient pour profiter de la neige et du plein air. Maïch Bout y était également et est revenu avec ce reportage. En famille ou entre amis, les visiteurs viennent avant tout à Tigjda pour se détendre et profiter de la montagne. Jeux dans la neige, promenades au grand air, photos souvenirs. L'ambiance est conviviale, chaleureuse et accessible à tous les âges. Pour beaucoup, Tigjda représente une véritable parenthèse hors du quotidien, le temps d'une journée ou d'un court séjour loin de l'agitation urbaine. On est là en famille pour justement... on a ramené les enfants c'est comme pour qu'ils se régalent un peu avec la neige et pour qu'ils puissent faire leurs études prochainement comme il se doit. On est venu aujourd'hui de Béjaïa avec mes enfants, les cousins, mes sœurs, pour profiter du week-end et honnêtement c'est magnifique. Je suis content aujourd'hui quand je suis venu avec mon père à Tigjda pour jouer avec la neige. C'est la deuxième fois que je visite la neige. C'est un bon moment pour moi. Mais la station ne se limite pas aux sorties de loisirs. Tigjda attire également des passionnés de sport de montagne et de randonnée hivernale. Équipés et habitués aux conditions parfois exigeantes, ils empruntent les sentiers enneigés, gravissent les reliefs et atteignent les sommets pour profiter pleinement du décor que Dame Nature leur offre. On est venu ici au niveau de sommet à Koukar, 2008 mètres, pour faire une randonnée. L'objectif c'est le sommet. Nous sommes venus aujourd'hui en groupe pour une randonnée jusqu'au sommet à Koukar à 2008 mètres d'altitude. C'est une très belle expérience, idéale pour le week-end, pour changer d'air et évacuer le stress de la semaine. À Tigjda, le week-end rime avec évasion. Entre neige, nature et détente, la station reste une destination très prisée par les visiteurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.